Pour ce chapitre 4, nous allons parler de fonctions, les fonctions C. Donc on va voir ça en 5 points différents. On va regarder la représentation schématique des fonctions, comment appeler une fonction, donc c'est-à-dire comment l'exécuter, comment écrire ses propres fonctions, donc la syntaxe. On va parler du coup de signature de la fonction et de prototype, ce qui est finalement quelque part inclus dans l'écriture de ses propres fonctions, d'une certaine manière. Et en dernier point, on fera un zoom, un point un peu particulier sur les verbes locales des fonctions. Alors voici une représentation schématique de ce qu'est une fonction. Alors pour nous, une fonction, on va considérer que c'est une boîte qui est composée d'une suite d'instructions. Alors cette boîte, en fait, on peut lui donner en entrée 0 ou plusieurs paramètres, qu'on nomme aussi arguments. Arguments et paramètres, pour nous, c'est la même chose. Alors vous pouvez penser que les arguments ou les paramètres, c'est exactement la même chose que pour les fonctions en mathématiques. Quand vous utilisez une fonction, par exemple en mathématiques, f de x, vous appelez f avec le paramètre x. Ou vous appelez f avec le paramètre x et le paramètre y. Vous faites f de x, y. C'est exactement la même chose en C. Et de la même manière, en mathématiques, hein, très souvent vous avez vu des fonctions qui retournaient exactement une seule valeur. Très souvent même c'était un nombre, cette valeur qui était retournée en maths. Là c'est pareil en C, sauf que c'est pas forcément un nombre. Mais en tout cas ça a une seule valeur de retour. Donc la fonction s'exécute et ça renvoie quelque chose qui est une valeur de retour. Ça contient éventuellement des effets de bord. Alors les effets de bord en fait c'est des affichages dans la console par exemple, des interactions entrée sortie avec l'utilisateur, l'écriture d'un fichier par exemple. Donc le schéma qu'on a en bas reprend un peu ce que je viens de dire. Vous avez votre fonction là, donc c'est votre boîte qui contient un certain nombre d'instructions qui vont être exécutées dans l'ordre. Ça prend en entrée des arguments. Pendant l'exécution, il y a éventuellement des effets de bord. Et à la fin de l'exécution de la fonction, une valeur de retour qui est renvoyée. On peut tout à fait appeler une fonction sans savoir comment elle a été écrite. En fait, ça veut dire qu'on peut utiliser une fonction sans avoir son code source. C'est-à-dire qu'un développeur informatique, hein, un programmeur, il va pouvoir vous donner quelque part une fonction déjà compilée d'une certaine manière, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous pouvez l'utiliser, mais vous n'avez même pas son code source, vous pouvez juste utiliser cette fonction-là. En fait, il suffit de connaître son cahier des charges pour pouvoir faire ça. Alors c'est quoi le cahier des charges d'une fonction? On a besoin de savoir combien d'arguments et de quel type la fonction a besoin. Alors par exemple, la fonction va prendre en premier argument un entier, en deuxième argument un nombre flottant. Il faut connaître aussi le type de sa valeur de retour et ce que ça signifie hein, quelque part. Vous avez un exemple en bas là, si on part du principe qu'on a une fonction distance, c'est bien de connaître la signification du type de retour de la fonction, hein, pas uniquement son type de valeur. On sait que la fonction distance va retourner un nombre flottant, mais s'il y a une documentation de la fonction qui nous dit cette fonction distance calcule la distance euclidienne entre deux points, ça nous aide énormément pour l'utiliser évidemment. Parce qu'à ce compte-là, la valeur de retour, donc qui sera un nombre flottant, aura du sens. Et éventuellement savoir s'il y a des effets de bord provoqués par l'exécution de la fonction. Alors reprenons l'exemple de la fonction distance, hein, avec tout ce qui a été dit ici. Donc, supposons que un programmeur informatique vous donne une fonction distance avec de la documentation mais sans le code source. Vous êtes quand même capable de l'utiliser. Comment vous faites? Vous donnez les bons paramètres à la fonction distance. Il vous a quand même donné cette documentation-là, hein, il vous a expliqué comment fonctionne la fonction distance. Donc vous devez donner 4 paramètres. Les 4 paramètres sont de type flottant. Alors, on vous a dit que, enfin dans la documentation, en tout cas, on arrive à comprendre que ces 4 paramètres, en fait, ce sont 2 points. 2 points dans le plan. Vous avez l'abscisse du premier point, l'ordonnée du premier point, l'abscisse du deuxième point et l'ordonnée du deuxième point. Vous donnez ces valeurs à la fonction distance, donc on va voir comment appeler une fonction, mais quand je dis donner les valeurs, c'est-à-dire que vous tapez par exemple 0,4, enfin 0.4 puisqu'on est en C, 1.5, 0, 2. Vous lancez votre fonction distance,
Est-ce qu'il y a des effets de bord? Non, parce que ça va juste calculer la distance entre ces deux points. Et à la fin, votre fonction distance, elle va vous retourner la distance entre le point A et le point B. Regardons un peu plus précisément comment, dans un code source C, utiliser cette fameuse fonction distance qu'on vous a fournie juste avec la documentation sans le code source. Alors vous savez que la fonction distance prend 4 paramètres qui sont des flottants, il n'y a pas d'effet de bord, il y a une valeur de retour qui est un nombre flottant qui va être la distance entre le point A et le point B. Alors vous pouvez faire ce qui est indiqué en bas. Vous pouvez tout d'abord, vous êtes capable de stocker le résultat de la fonction distance dans une variable. Alors ça c'est évidemment très intéressant, hein. Vous lancez votre fonction, ça vous donne un résultat, vous stockez ce résultat et vous le gardez pour un peu plus tard dans votre code quand vous en avez besoin. De la même manière, hein, vous êtes tout à fait capable aussi, on a la possibilité d'utiliser des variables comme paramètres de nos fonctions. Alors en fait, ce qui se passe quand on fait ça, ce qui va se passer à l'exécution de la fonction lorsqu'on donne des variables en paramètres, c'est la valeur du paramètre qui va être copiée à la place. Donc notre fonction de distance, elle prend 4 paramètres flottants. Quand on va passer ici la variable ABSA et ici ordA, ce qui va se passer au lancement de la fonction, on va en fait recopier la valeur de la variable ABSA dans le premier paramètre de la fonction distance. Donc ici on va copier 3.4, ici on va copier 5.4, 1.0 et 0.0 ici directement. Visuellement, ce qui est indiqué sur cette slide, donc tout ça, là, l'accolade en violet, c'est ce qui va nous permettre de calculer la distance entre le point A et le point B, donc c'est vraiment toute l'exécution de la fonction. Vous avez l'abscisse A qui est le premier paramètre, ordonnée A qui est le deuxième paramètre, abscisse B le troisième, ordonnée B le quatrième. Alors, on n'oublie pas hein, que l'opérateur d'affectation en C se lit de la droite vers la gauche, hein. Donc c'est-à-dire qu'on va d'abord exécuter la fonction distance avec ces 4 paramètres. On ne sait pas ce qui se passe dans le code de distance. Il se passe certaines choses. En tout cas, ça nous renvoie un flottant. Une fois que ce flottant est calculé, on va le stocker dans le résultat. Donc cette ligne, elle se lit effectivement de la droite vers la gauche. D'abord on fait distance, calcul distance, et après on stocke ce résultat dans la variable résultat. En fait, on a déjà utilisé des fonctions, exactement dans le contexte que j'ai cité avant, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas son code source, mais pour autant on a quand même été capable de l'utiliser. Quand on a fait un diasinclude stdio.h, on importe une bibliothèque de fonctions qui contient notamment les fonctions printf et scanf. Et ben, on a utilisé printf juste avec la documentation. Printf, on sait que ça prend en premier paramètre une chaîne de caractères, puis autant de valeurs que de symboles spéciaux. Alors bon, la fonction printf est un petit peu spéciale puisqu'elle peut avoir un nombre indéterminé de paramètres. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce sont des fonctions en C qui sont un petit peu spéciales. En tout cas, printf fonctionne comme ça, et on l'a utilisé comme ça. En effet de bord, ça affichait effectivement la chaîne de caractères dans la console, hein. La chaîne de caractères en remplaçant tout ce qui va bien, donc c'est-à-dire que les symboles spéciaux sont remplacés par les valeurs des arguments. Donc ça, c'est un effet de bord de la fonction printf. En valeur de retour, qu'est-ce qu'on avait? En fait, rien. Alors, void, c'est un vrai type en C, hein, on va l'utiliser. Ça veut dire que c'est le type vide, ça signifie vide. Et dans une fonction, enfin en tout cas en valeur de retour d'une fonction, ça va signifier que notre fonction ne retourne rien, ce qui est tout à fait possible. Je le disais juste avant, printf est un petit peu spécial puisque le nombre d'arguments attendus, ça dépend du nombre de caractères spéciaux dans la chaîne de caractères. Vous savez, avec les %d, %c. Bon, nous, on va utiliser que des fonctions normales, c'est-à-dire avec un nombre fixé d'arguments. On va le dire dès le départ, notre fonction, elle a 3 paramètres. Le premier, c'est un nombre entier, et les deux suivants sont des nombres flottants, par exemple. Scanf, c'est pareil. Son fonctionnement est encore un peu plus complexe, ça sera expliqué plus tard, notamment sur le chapitre avec les pointeurs.
Alors les seuls effets de bord que on connaît pour l'instant, ça va être l'affichage et la saisie en console. Avant de passer à l'écriture de nos propres fonctions, on va regarder deux messages d'erreur assez fréquents. Alors, c'est pas très grave hein, si vous voyez ces messages d'erreur. Le but là, c'est de les comprendre et de savoir comment régler le problème. Alors, imaginons que vous faites un appel à la fonction distance et vous compilez, et puis GCC vous dit to few arguments function call expected for have 3. Il vous dit en plus, ligne 13, la, la fonction distance déclarée ici, et il vous donne euh, le, ce qu'on appelle le prototype de la fonction distance, hein. Donc son type de retour, son nom et les paramètres que ça attend. Alors en fait, ce message d'erreur, il nous dit, si on traduit en français, qu'il n'y a pas assez d'arguments pour appeler la fonction. On s'attendait à en avoir 4 et on en a donné 3. Alors évidemment, la fonction distance, elle prend 4 paramètres, 4 arguments. On en donne 3, donc nécessairement, l'appel de la fonction ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas marcher. C'est ce qui est indiqué en bas, il n'y a pas assez d'arguments donnés lors de l'appel. La solution en fait, hein, c'est tout simplement de régler l'appel de la fonction. Donc vous modifiez votre code et vous lui donnez bien 4 paramètres avec le bon, donc c'est-à-dire en fait le bon nombre d'arguments. Le deuxième message d'erreur qu'on va voir est en fait celui un petit peu opposé au premier, c'est-à-dire que là vous avez donné trop d'arguments. Alors là il vous dit vous en avez donné 6 alors que toujours pareil on s'attend à en avoir 4. Alors comment régler le problème? Eh ben c'est toujours la même chose. Vous allez modifier votre code là où vous faites votre appel à la fonction et puis vous donnez le bon nombre d'arguments pour la fonction distance, c'est-à-dire 4. Alors pourquoi et quand on va écrire ses propres fonctions? Alors en fait pourquoi? C'est quand on veut découper son code pour le structurer. Alors imaginons avec notre exemple de la fonction distance là, vous voulez calculer la distance entre deux points dans votre code. Vous pouvez tout à fait, en 4-5 lignes de code, hein, calculer la distance entre deux points. Sauf que vous allez avoir ça, vous allez avoir ces 4-5 lignes un peu réparties un peu de partout dans votre code source. Et ça ne sera pas du tout bien structuré. En plus, vous, quand vous allez lire votre code source, vous allez lire les 4 lignes, vous allez devoir vous souvenir, ah oui, effectivement, je voulais calculer la distance entre deux points ici. Vous allez avoir le même phénomène qui va se reproduire un peu plus tard dans votre code source, dans votre programme. Alors que si vous avez une ligne de code, c'est un appel de fonction, et vous appelez la fonction distance, c'est vraiment très clair de ce que vous êtes en train de faire. D'un point de vue structure de code, c'est extrêmement important et extrêmement intéressant. Et quand est-ce qu'on serait amené à faire ça? Dès que vous allez répéter une tâche. Alors moi je pars du principe que si vous devez faire une même tâche plus d'une fois, strictement, ça vaut le coup de faire une fonction. Typiquement, si vous êtes en train de faire du copier-coller de votre code pour reproduire la même tâche, arrêtez de faire votre copier-coller, faites une fonction. Voici un exemple d'écriture d'une fonction, donc qui pourrait tout à fait être la vôtre hein, dans votre code source. Alors en plus, ça illustre bien, cette fonction illustre bien l'intérêt hein, d'écrire sa propre fonction. Imaginons que vous souhaitiez connaître le nombre de jours du mois donné en paramètre en fonction de l'année. Est-ce que l'année est bissextile ou pas? Alors évidemment, vous pouvez, techniquement, hein, vous pouvez tout à fait mettre ça dans votre code source, faire des copier-coller de ça à chaque fois que vous voulez calculer le nombre de jours du mois. Okay, donc vous pouvez avoir une variable numéro mois, une variable et bissextile, et puis vous avez ce code source qui va vous donner. Alors il faudra changer les returns sont propres aux fonctions, mais vous pouvez à la place du return ici mettre ça dans une variable qui sera votre résultat pour connaître le nombre de jours dans votre mois. Alors vous vous rendez bien compte que si vous avez ça à 10 endroits différents de votre code, ce sont juste des copier-coller, c'est vraiment très mal structuré, hein. Et ça ne sera pas pratique pour vous, même pour la relecture, pour la modification de code non plus. Alors que si vous mettez ça dans une fonction, donc votre fonction nombre de jours, à chaque fois que vous voulez connaître le nombre de jours, il y a juste à appeler nbjours avec deux paramètres et en retour, vous avez le nombre de jours du mois en fonction des paramètres.
ce qui est très très intéressant. Alors regardons un peu plus en détail comment ça se passe. Vous avez ici le prototype de la fonction, donc ça renvoie un entier. Donc pourquoi il y a écrit int ici, c'est pour nous dire que nb jours donc, renvoie un entier. Nb jours c'est le nom de notre fonction. Donc, ça renvoie un entier, le nom de la fonction nb jours, et ça prend deux paramètres qui sont des entiers. Le premier s'appelle numéro mois, le deuxième s'appelle bisextile. Accolade ouvrante ici, accolade fermante ici. Et tout ce qui est à l'intérieur, c'est les instructions de la fonction. Bon, alors après, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de ce que font les instructions à l'intérieur. Ça calcule tout simplement le nombre de jours en fonction des mois et si l'année est bisextile ou pas. Alors, ce qui est intéressant pour nous ici, notamment, c'est le mot-clé return. Return, ça veut dire j'arrête le déroulement de la fonction et je renvoie le nombre. Je renvoie la valeur. Donc return, ça coupe l'exécution de la fonction et ça renvoie ce qu'il y a juste après. Donc là, on va s'arrêter, retourner -1. Là, on va s'arrêter, retourner 29, et ainsi de suite. Et schématiquement, ce qui se passe en bas, c'est à peu près le même exemple que pour la fonction distance. Vous avez votre boîte. Donc votre boîte, maintenant, vous savez ce qu'elle contient pour le coup. C'est exactement ce code source. Et vous avez deux paramètres en entier, numéro mois et bisextile. Il n'y a pas d'effet de bord. Et en valeur de retour, c'est un entier qui est le nombre de jours dans le mois. Reprenons de manière un peu plus générale ce que j'ai dit juste avant. Alors comment s'écrit une fonction? Alors déjà son prototype, vous avez le type de retour, le nom de la fonction, le type du premier argument et le nom du premier argument, le type du deuxième argument, le nom du deuxième argument et ainsi de suite. Et évidemment à l'intérieur le code source de la fonction avec éventuellement un return qui va retourner évidemment une valeur qui sera du même type que le type de retour annoncé. Alors, lorsqu'une instruction return est exécutée, on quitte la fonction immédiatement, c'est-à-dire que le reste du code est ignoré, et la valeur de retour est renvoyée. Le cas particulier du type de retour void, ça veut dire que votre fonction ne retourne rien. Alors là, c'est indiqué dans le slide qu'il ne faut pas d'instruction return dans le corps de la fonction. C'est plutôt une bonne pratique de ne pas mettre d'instruction return dans le corps de la fonction, quand votre fonction est de type void. En fait, vous pouvez en mettre, vous pouvez faire return point virgule, ça va rien retourner et arrêter le déroulement de la fonction. Voici deux messages d'erreur que l'on va rencontrer probablement fréquemment. Alors le premier, control reaches end of non-void function. Donc le problème en fait c'est que votre fonction dont le type de retour n'est pas void ne contient pas de return. Ça veut dire que par exemple vous avez une fonction qui va renvoyer un entier, vous avez dit ma fonction va renvoyer un entier, et il n'y a aucun return dans le corps de votre fonction. Mais ça veut dire que votre fonction ne peut pas retourner de valeur, alors que vous avez dit elle doit retourner une valeur, qui est de type entière. Bon, bah, la solution pour régler le problème, c'est de rajouter un return, au moins un, qui va retourner une valeur du même type que ce que vous avez annoncé en type de retour de votre fonction. Donc, dans l'exemple que je donnais, c'était un entier. Et la deuxième erreur, donc control may reach end of non-void function. En fait, la différence ici, c'est le may reach. Là, vous n'avez pas le may, là, vous avez ici le may reach. Peut-être que votre fonction va arriver à la fin sans avoir de return. Donc le problème, c'est que votre fonction dont le type de retour n'est pas void pourrait terminer sans exécuter de return dans certains cas. Ça veut dire que potentiellement, vous avez par exemple un if ou un else dans lequel il n'y a pas de return. Et donc si votre code rentre dans le if où il n'y a pas de return et passe à la fin de la fonction, bah vous allez avoir terminé votre fonction sans avoir exécuté de return. Alors la solution, bah, c'est tout simplement d'ajouter un return dans tous les cas de figure, dans tous les cas possibles d'exécution de votre fonction. On va faire un petit point sur le main, la fonction main. Alors en fait, bah, le main c'est une fonction, hein. C'est clairement une fonction. Alors elle est un petit peu spéciale évidemment puisque c'est celle qui va être le point d'entrée de votre programme. Mais c'est exactement une fonction, donc ça veut dire que ça répond aux mêmes obligations qu'une fonction. Donc notamment, on voit que ça retourne un entier, que ça prend aucun argument. En fait, donc, lorsqu'on exécute un programme, c'est comme si on appelait main.virgule, comme ça, main, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, point virgule. Donc ça veut dire qu'on appelle la fonction main, et à ce compte-là, c'est la première instruction de la fonction main qui sera exécutée.
Ce qu'on appelle la signature d'une fonction, en fait, c'est une manière abrégée de donner la description d'une fonction. Donc concrètement, ce qu'on va donner dans la signature de la fonction, c'est son type de retour, son nom et le type de ses paramètres. Il n'y a même pas besoin de donner le nom des paramètres en fait. Et ça suffit à être capable de exécuter la fonction, de la lancer, de l'appeler et de l'utiliser. Alors, si vous n'avez pas de documentation plus que ça et que le nom de la fonction ne vous donne pas d'indice, vous allez avoir du mal à utiliser efficacement la fonction, mais vous serez capable de l'exécuter au moins. Alors pour pouvoir utiliser une fonction que vous aurez créée vous-même, il faut qu'elle soit déclarée plus haut dans le fichier, donc c'est-à-dire avant sa première utilisation. Donc c'est exactement ce qui est représenté ici. Regardez tout en bas, vous avez le main, donc qui est votre fonction principale de votre programme. C'est à partir d'ici que votre programme va commencer à s'exécuter. Et comme vous avez bien déclaré vos fonctions avant le main, donc fonction 1, fonction 2, fonction 3, à partir d'ici, là, vous pouvez appeler fonction 1, fonction 2, fonction 3. Alors en fait, quand on écrit le code source d'une fonction, ça la déclare directement, ça la déclare automatiquement. On peut aussi la déclarer plus tôt dans notre programme sans donner son code source en tapant uniquement son prototype. C'est-à-dire qu'on donne juste sa signature terminée par un point virgule. C'est l'exemple que vous avez ici. Vous faites int fonction 1 int float point virgule. Donc ça veut dire que vous déclarez une fonction qui s'appelle fonction 1 qui va retourner une valeur entière qui prend en paramètre un entier et un flottant. Vous faites d'autres choses après dans votre code source et plus tard vous dites je vais donner le code source de la fonction 1. On peut faire le parallèle suivant avec ce qu'on connaît déjà sur les variables. Donc à gauche vous avez la partie variable, à droite vous avez la partie fonction. Donc pour nous, la déclaration d'une variable, ça se noterait int n point virgule, une variable entière qui s'appelle n. L'équivalent pour une fonction, ça serait juste d'indiquer le prototype. Donc ça, une fonction épère qui va renvoyer un entier qui prend en paramètre un entier. Donc là, vous l'avez déclaré, mais vous n'avez pas encore donné son code source évidemment. L'initialisation d'une variable, ça serait donner vraiment sa valeur. Et le parallèle, l'analogie qu'on pourrait faire avec la fonction, ça serait vraiment de donner en fait son code source en entier. Donc vraiment expliciter ce que fait la fonction. Et côté variable, on peut faire les deux en un, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déclarer et initialiser la variable. Et ben même chose pour les fonctions. Quand on écrit directement le code source de la fonction, en fait on la déclare et en même temps on l'explicite, on donne son code source. Alors j'en ai parlé un petit peu avant dans des slides précédentes, mais on pourrait effectivement se poser la question, est-ce que les fonctions printf et scanf que l'on utilise sont-elles déclarées? Alors en fait oui, hein. Elles sont déclarées dans un fichier, dans le fichier stdio.h. Et quand on fait un include stdio.h, ça veut dire qu'on importe tout le fichier stdio.h. Et ce fichier stdio.h contient en fait les prototypes des fonctions de la bibliothèque stdio, notamment qui contient la fonction printf et la fonction scanf. Alors pour aller un peu plus loin, en fait lorsqu'on programme un gros projet, ce qu'on a tendance à faire très souvent, c'est de mettre les prototypes de nos propres fonctions dans des fichiers à part, qu'on va appeler des fichiers .h, en complément du code source associé à ce fichier qui va être des fichiers, par exemple non fichier.h, vous avez le fichier associé en source non fichier.c. Ici vous avez uniquement les déclarations des fonctions et ici vous avez leur code source. Et ensuite, pour pouvoir utiliser ces fonctions dans votre programme principal, vous allez faire un include non fichier.h. Alors ici, c'est bien des doubles cotes et pas des chevrons, hein, puisque là, ce sont des fichiers locaux qui vous appartiennent. Avant de passer à la suite du cours, je vous propose un petit quiz. Donc on vous donne le prototype d'une fonction. Float, fonction mystère, float int int. Donc l'appel ci-dessous est-il correct? Donc vous regardez ce code source. Notamment, vous avez l'appel ici, là. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est correct? Alors 1, non, pourquoi? 2, oui, et il renvoie un int. 3, oui, et il renvoie un float. Alors je vous laisse mettre pause pour réfléchir quelques instants, et on passe à la correction tout de suite. Alors non, hein, l'appel est incorrect, puisqu'il y a seulement 2 arguments au lieu de 3. Si on regarde ici, là, on a déclaré notre fonction. On ne connaît pas son code source, mais imaginons qu'il soit écrit quelque part.
En tout cas, on sait que ça prend trois arguments, trois paramètres, un flottant, un entier, un entier. Et là, nous, à l'appel de notre fonction, on lui donne un flottant, un entier, moins 3, et pas de troisième paramètre. Donc il manque un paramètre, donc cet appel est incorrect. Nous allons passer maintenant à la dernière partie de ce chapitre. Nous allons parler des variables locales, et plus particulièrement des variables locales dans les fonctions. Alors en fait, les arguments des fonctions sont passés par copie, hein. C'est ce qui est écrit ici, et je l'ai déjà dit il y a quelques slides. En fait, quand vous passez une variable à l'appel d'une fonction, en fait, c'est la valeur de la variable qui va être recopiée dans le paramètre de la fonction. Je vais expliquer un peu plus en détail ce qui se passe. Et notamment, modifier un argument au sein de la fonction ne modifie pas la variable associée. On va voir des exemples. Alors attention, il y a une exception à cette règle qui va être donnée un peu plus tard dans le chapitre, et la règle générale qui sera donnée dans le chapitre sur les pointeurs, concernant ce fonctionnement. Alors regardons un exemple avec cette fonction suivante. Donc la fonction suivante retourne un entier, elle prend un entier en paramètre, elle va incrémenter le paramètre et retourner la valeur du paramètre. Alors effectivement cette fonction est peu utile, mais pédagogique, elle va nous permettre d'illustrer un petit peu ce qui se passe en termes de variables locales. Alors regardons la fonction main, elle a deux variables, n, m. On va poser n égale 4, okay, donc on initialise n à 4, et ensuite on fait m égale suivant de n, return 0. Donc là, toujours pareil, ça se lit de droite vers la gauche, on fait suivant de n, ça va nous donner un nombre qu'on va mettre dans m. Le début de notre programme est ici, donc on crée les variables n et m, mais elles ne sont pas initialisées, donc on ne peut pas connaître la valeur que contiennent ces variables. C'est ce qu'on illustre ici. Vous voyez que dans les cases qui contiennent les valeurs de n et les valeurs de m, ici là, vous avez la valeur de n, la valeur de m, on ne les connaît pas. En fait, on pourrait mettre un nombre aléatoire là-dedans, ça serait plus juste que de rien mettre, parce qu'une fois qu'elles sont créées, ces variables, elles ont des valeurs, mais sauf qu'on ne les connaît pas, en gros ça dépend de ce qu'il y avait dans la RAM au moment de la création de la variable. Bon, nous, par simplicité, on va dire qu'il n'y a rien dedans, puisque de toute façon on ne connaît pas la valeur, elles sont inutilisables. Juste avant l'étape où on pose n égale 4, donc ça veut dire qu'on met dans la variable n la valeur 4, juste avant d'avoir exécuté cette instruction, n est toujours avec une valeur indéterminée. Une fois qu'on a exécuté cette instruction, pour le coup, là on a bien la valeur 4 qui est dans la variable n. Maintenant, on va s'intéresser à l'instruction qui est à côté de la flèche rouge là, m égale suivant de n. Alors cette instruction, avant de comprendre ce qu'elle fait en résultat final, il faut la décortiquer. Donc, il faut la lire de la droite vers la gauche, ça veut dire qu'il faut faire suivant de n, ça va retourner un nombre, et ce nombre on va le mettre dans la variable m. Alors, pour comprendre pleinement ce qui se passe, on va regarder en détail ce que va faire l'appel suivant de n. Alors l'appel suivant de n, ça nous envoie ici, exactement. Ça nous envoie ici, et là, dans cette fonction, la variable locale, qui est en fait son paramètre a comme valeur 4. En fait, regardez ce qui s'est passé. On a copié la valeur de n dans la variable a. On a fait une copie, hein. On n'est pas en train, à partir de maintenant, là, quand on exécute la fonction suivante, on n'est pas en train de manipuler la variable n, on manipule bien la variable a qui a recopié sa valeur depuis la variable n. Donc ce que a a fait, c'est qu'elle a pris sa valeur depuis cette case-là. Maintenant, juste avant de faire a++, a vaut toujours 4. Et une fois que a++ a été exécuté, a vaut 5. a++, ça signifie qu'on va rajouter plus 1 à a, donc a maintenant vaut 5, c'est bien normal. Par contre, regardez, ça c'est très important, n n'a pas bougé, hein. N n'a pas bougé, n vaut toujours 4 et c'est bien correct. Pourquoi? Je rappelle, quand on a fait suivant de n, on a copié la valeur de n dans a. C'est juste une copie, hein, de valeur. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas modifier la variable n depuis l'intérieur du code source de suivant.
Et donc on s'apprête finalement à exécuter la dernière instruction de la fonction suivante qui est return A. Quand cette instruction est exécutée, ça va retourner la valeur 5 qui va finalement bien être stockée dans la variable m, et donc m va bien valoir 5 pour le coup. Donc m vaut 5 et n vaut 4 car l'exécution du code de suivant n'a eu aucun impact sur la variable n qu'on a mis ici en paramètre. Donc on va continuer l'exécution de notre programme. M vaut 5. On arrive au return 0 de la fonction main qui va finalement retourner 0. Fin du programme. Donc je rappelle, ce qui était important de comprendre ici, c'est que on passe uniquement une copie de la valeur au paramètre. Donc, aucunement on ne peut modifier à l'intérieur du code d'une fonction les paramètres qu'on lui aura donnés, à l'exception de quelques règles qui seront précisées un peu plus tard. Alors un autre exemple qui permet d'exacerber, j'ai envie de dire, le phénomène qu'on a vu juste avant, on va carrément mettre le paramètre de suivant, on va dire qu'il s'appelle n, on a le droit de faire ça, et on va toujours utiliser la variable n dans le main. Donc là on se dit, bon bah il y a n de partout, donc qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait, alors les couleurs sont pas anodines, là vous avez un n vert, et là vous avez un n rouge, et en fait ce sont deux variables strictement différentes. C'est ce qui est écrit dans le petit encart à droite, même si on donne le même nom de variable n, il y a la variable verte dans la fonction suivante, et la variable rouge dans le main, et c'est deux variables complètement différentes. Vous pouvez, si vous voulez, d'une certaine manière, l'appeler le n de suivant et le n de main. Ça serait leur vrai nom, n de main et n de suivant. Et c'est bien des noms qui sont différents. Alors on va voir deux autres concepts liés aux variables locales déclarées dans une fonction. On va voir la notion de visibilité et de durée de vie. Alors on peut tout à fait évidemment déclarer une variable locale dans une fonction, on n'est pas obligé d'utiliser que les paramètres, on peut avoir l'équivalent de ce qu'on pourrait avoir dans un main là-dedans, donc c'est-à-dire qu'on peut déclarer des variables, appeler des fonctions depuis des fonctions, et ainsi de suite. Et en fait, les variables qu'on va déclarer dans cette fonction là suivante vont exister que dans la fonction suivante. C'est-à-dire que à la fin de la collade, enfin après le return même, ces variables qu'on aura déclarées seront supprimées et seront inexistantes après pour le reste de l'exécution du programme. Et donc ça c'est le principe de durée de vie, ce qu'on appelle la durée de vie d'une variable. En fait la variable elle va que exister pendant un certain temps. Elle va être vraiment supprimée de votre RAM à la fin de sa durée de vie. Et on a aussi une notion de visibilité. Donc c'est-à-dire que la variable décalage ici par exemple qu'on a créée dans suivant, elle ne peut pas être utilisée depuis le main. Le main n'a aucune visibilité sur ce qui se passe dans suivant et suivant n'a aucune visibilité sur ce qui se passe dans main. Donc c'est ce qu'on indique ici. Donc les variables n'existent que pendant l'exécution de la fonction, les variables locales, et ne sont visibles que depuis l'intérieur de cette fonction. Okay, donc cette règle s'applique également aux variables déclarées dans le main. En fait, le main c'est une fonction comme une autre. Elles ne sont visibles que depuis l'intérieur du main. Donc regardons un peu plus en détail ce phénomène. Donc ici on a toujours notre variable locale décalage. Et ici on a nos variables en fait qui sont locales au main n et m. Et ben ici on ne peut pas se servir de n et m, de n rouge et du m rouge. Donc rappelons-nous quand même que le n rouge et le n vert sont différents. Là ça c'est le n du main. Ici, c'est le n du main et là, c'est le n de suivant. Donc là, on ne peut pas se servir de ces variables-là à l'intérieur de suivant. Et pareil, pour le main, on ne peut pas se servir du n vert et de décalage. Donc nous avons vu les principes de visibilité, c'est-à-dire qu'une fonction ne peut accéder qu'à ses arguments et à ses variables locales. Donc si par exemple votre fonction a besoin d'accéder à davantage de variables, alors il faut ajouter tout simplement des arguments à la fonction. Alors, la petite note en bas, là, il existe des variables globales, mais bon, c'est quand même globalement une mauvaise pratique en programmation. Donc nous, on va pas en utiliser. On a vu aussi le principe de durée de vie. Donc une variable locale est détruite lorsque la fonction qui la déclare se termine, c'est-à-dire qu'on la supprime de la RAM à la fin de l'exécution de la fonction. Alors en fait, il y a évidemment
une possibilité pour ne pas que ça arrive, mais on verra ça quand on traitera le chapitre sur les pointeurs. Donc voici un petit récapitulatif des notions qui ont été abordées pendant ce chapitre 4. Donc on a vu la représentation schématique des fonctions, on a vu ce que c'était que les arguments, la valeur de retour, les effets de bord éventuels. Comment appeler une fonction, alors donner les arguments correctement, stocker le résultat de l'appel dans une variable, hein, une notion très importante. Cas particulier du retour void, c'est-à-dire les fonctions qui ne retournent rien. On a vu comment écrire nos propres fonctions, ce qu'était la signature et le prototype d'une fonction, les variables locales et donc du coup tous les phénomènes qui découlent des variables locales et les messages d'erreur. Et pour finir, un petit quiz pour tester ses connaissances, voir si on a bien compris ce qui s'est passé pendant ce chapitre 4. Alors vous avez une fonction ici. Je donne volontairement peu d'indications pour vous inviter à réfléchir. Vous avez une fonction ici, vous avez le main ici. Donc il faut lire tout ce qui se passe là-dedans. En fait, il faut tout lire. Il faut lire tout ce qui se passe là-dedans, tout ce qui se passe là-dedans. Et vous avez 4 options pour répondre. Alors 1, le programme est incorrect, pourquoi? 2, le programme est correct, à la fin la moyenne vaut 0. 3, le programme est correct, à la fin moyenne vaut 2. 4, le programme est correct, à la fin moyenne vaut 1. Alors moyenne, je vous dis quand même ce que c'est. Moyenne, ici c'est la variable qu'on a là, hein, la variable flottante qui s'appelle moyenne. Donc je vous invite à mettre sur pause et on passe pour que vous puissiez réfléchir hein, avant que je donne la correction. Et nous dans la vidéo, on va passer à la correction tout de suite. Alors la bonne réponse était l'option numéro 3, correct à la fin, moyenne vaut 2. Alors regardons pourquoi c'est le numéro 3. Alors déjà regardons le main. Alors on a deux variables dans le main, entières, C et D. On a notre variable moyenne qui est une variable flottante. Alors on initialise C à 0, on initialise D à 2. Et ensuite, on va stocker dans la variable moyenne le résultat de l'appel à la fonction qu'on a à gauche en donnant en paramètres C et D. Alors ça veut dire que la valeur de C va être dans A et la valeur de D va être dans B. Alors C vaut 0, D vaut 2, donc ça veut dire qu'on appelle cette fonction avec A qui vaut 0 et D qui vaut 2. B qui vaut 2, pardon. A vaut 0, B vaut 2. Alors comme A vaut 0, on va passer dans ce if et on va retourner 2 tout simplement. Alors si on veut aller un peu plus loin là dans le code de cette fonction, si B valait 0, donc si A ne valait pas 0 mais B, alors on retournait A, et si aucun des deux ne valait 0, on retournait la moyenne entre les deux. En fait c'est une fonction qui retourne la moyenne des deux nombres uniquement si aucun n'est égal à 0, et si l'un est égal à 0, on retourne l'autre. Ok. A priori si les deux sont égaux à 0, ça retourne 0. Donc nous, on va retourner B, parce que A vaut 0, on retourne B, B ça sera égal à 2 dans l'exécution de notre fonction, donc 2 est enregistré dans moyenne, et donc moyenne vaut bien 2 à la fin de l'exécution de notre programme.